C'est un vrai politicien, hein? Je veux pas que tu me cries après moi. La part de mes critiques constructives. Des critiques constructives, évidemment. Un vrai langage politicien, moi je suis vraiment dans un autre monde. Moi je suis vraiment la personne de terrain, puis j'adore ce que je fais. C'est vraiment. C'est plus qu'une passion. Je ne rêve pas de devenir chef, je ne rêve pas de devenir député. Je ne veux pas rentrer dans un système où ce qu'on va m'imposer une façon de faire sans que j'ai cette liberté d'expression ou d'agir. Et je ne veux pas appliquer leurs règles. Okay? Je ne veux pas être encanée à quelque part puis qu'on me limite dans mes propos. Moi, je suis de celles qui ne croient pas trop à la politique québécoise. Okay? Je suis de celles qui est très, très méfiante par rapport à ça. Et en même temps, j'ai presque eu un espoir lorsqu'on a élu justement Judy, puis en plus c'est une femme, évidemment, c'est peut-être le côté féministe qui va ressortir beaucoup là-dessus, mais elle avait l'expertise. Et là, l'espoir des Premières Nations a été « wow, est-ce qu'on se voit vraiment dans une reconnaissance? Wow, on met cette femme-là, on reconnaît son expertise et on le met dans un dossier quand même assez important. » Bon. On est des peuples qui est très loyal. Nous sommes des peuples très loyaux et très... on fait très attention lorsqu'on assume des postes, lorsqu'on nous met dans des postes. Donc, Judy, elle a quand même montré beaucoup l'intégrité et la loyauté. Okay? Même si à l'intérieur, il y a un fonctionnement où on peut faire des postes croches. Ça ne fait pas notre affaire. Je peux comprendre Judy. Je peux comprendre tous les impacts qu'il y a dans ce système-là. Je vais revenir avec les barrières de la réconciliation. La réconciliation, le mot m'a toujours fait travailler. En 2012, Femmes autochtones du Québec a été nommée témoin honoraire de la Commission de vérité et réconciliation à Montréal. Témoin honoraire, c'est pas juste parader en avant puis que les gens te voient puis que tu es nommé, que tout le monde sait que tu es nommé comme témoin. Témoin honoraire, c'est un engagement qu'on a à faire sur la réconciliation. Donc, le mot réconciliation, je pense qu'on est, je le dis encore aujourd'hui, on n'est pas rendu encore à la réconciliation parce qu'il y a des choses qui se sont passées chez les Premières Nations. Là, il y a des choses, il y a des histoires qui doivent être racontées. Je pense qu'on va toucher beaucoup sur l'éducation. Nous, en tant que témoins honoraires, nous avons déposé à l'Assemblée nationale d'inclure un cours dans le cours justement des Autochtones. L'histoire du Canada est encore beaucoup à travailler dans les universités ou les écoles, là, on le sait, mais d'inclure ce passage justement pour faire comprendre aux gens d'où on vient, qu'est-ce qu'on est devenu par rapport à ce qui s'est passé, mais qu'est-ce qu'on veut devenir aussi, parce que là, il ne faut pas toujours rester dans la victimisation. Il faut aussi avoir une vision de où est-ce qu'on veut aller. Et en même temps, comment les Premières Nations et les Québécois, les Canadiens vont vivre ou bien donc vont établir des nouvelles relations. C'est comme un couple. Okay? Un couple, on a des chicanes, mais il faut prendre le temps de s'asseoir et dire voilà ce que j'ai vécu, voilà comment je me suis sentie, et voilà, il faut se parler. Je pense qu'on n'est pas encore rendu là. Il y a beaucoup d'éducation à faire, évidemment. Dans les barrières, une des plus grandes barrières, justement, de la réconciliation, c'est vraiment la reconnaissance de notre existence. Ça, c'est vraiment un défi aussi pour nous de toujours recommencer à raconter. Je le fais, d'autres personnes le font, notre ami Alexandre le fait. Il y a plein de gens qui travaillent sur, justement, la décolonisation. Ça, c'est des processus de décolonisation. Et en même temps, comment on peut inclure justement des cours dans le système québécois. Nous, on voulait inclure ce processus-là, ces histoires pour justement changer la nouvelle génération qui arrive, là, au moins donner de l'éducation, au moins leur faire comprendre. Et ça n'a pas passé à l'Assemblée nationale. D'ailleurs, il faut que je t'en reparle. L'Assemblée nationale. Oui, parce que tout à l'heure, j'ai parlé de la loi S3, puis il me dit « Ah, ça c'est autre chose. » Oui, fais attention. Donc,
Ça, c'est des défis. Il y a beaucoup de défis à faire. On a beaucoup de travail à faire encore quand on parle de réconciliation. Et on sait qu'avec la Commission de vérité et réconciliation, il y a eu 94 recommandations. Qui a concrétisé les recommandations? Voilà. Ça, c'est l'une des grandes questions. Je suis une personne très stratégique. On a 2 commissions ici au Québec présentement. La commission des femmes autochtones disparues assassinées et la commission VIEN, la commission provinciale, sur les femmes qui ont dénoncé la brutalité policière. D'après l'exemple que j'ai eu, moi, de ma vision sur la commission de vérité et réconciliation, on a déposé un comité de suivi. Je veux savoir, moi, c'est qui a fait des actions concrètes pour concrétiser les recommandations qui ont été déposées. Ça, c'est le manquement quand il y a des commissions d'enquête. Il manque ce bout-là. Et j'espère qu'il va être suivi. J'espère au moins savoir qui a fait et comment des non-autochtones ont pu travailler avec des Premières Nations. Ça, c'est vraiment important. Parce qu'à chaque fois qu'il y a des recommandations qui sont déposées, le gouvernement va sortir des budgets du financement pour la réconciliation. Et là, tout le monde va le coller. Tout le monde va essayer de pondre des projets, puis parce que là, il y a des signes de pièces. Okay? Et on ne sait pas. Puis parfois, ce sont même les Premières Nations qui sont pénalisées parce qu'il y a eu trop de demandes qui ont été prises par d'autres personnes qui auraient peut-être pas dû. Bon, une chance que je ne connais pas personne, donc je ne vise pas personne. Et c'est ça, je pense, c'est les gros enjeux. On n'est pas rendu à la réconciliation parce que le mode de réparation n'a pas été fait. Si on prend exemple les expansionnaires, les expansionnaires, ce sont des enfants qui ont été pris pour mettre dans des institutions. Interdiction de parler la langue, interdiction, aucun contact avec sa culture. La coupure familiale, ça c'est des gros torts qui ont été faits. Et quand il y a eu, oui, le processus justement de réconciliation, il y a eu le programme des expansionnaires, toutes les indemnités, on a oublié qu'il y a eu des traumatismes à quelque part, et des traumatismes ne peuvent pas être réglés juste avec un signe de pièce. Pour avoir travaillé avec ces gens-là, parce que j'étais la travailleuse santé communautaire, je préparais ces gens-là avant, pendant et après leur audience. Il y a eu un programme, on appelle ça des plans de soins futurs. Je pense que le gouvernement, là, il décide sans s'asseoir avec nous pour savoir qu'est-ce qu'on veut au juste. Et il a fait une autre enveloppe avec des plans de soins de futur. Donc, tu pouvais encore aller chercher un autre 10 000 ou 20 000, pas plus, pour te guérir, session guérison, etc. Si dans un monde idéal, si j'aurais été le gouvernement, là, je m'aurais assis avec les Premières Nations. Comment on peut bâtir ensemble? Qu'est-ce que vous voulez? Parce que nos réalités sont différentes, nos besoins sont différents et nos solutions sont vraiment différentes. Et là, pour le plan de soins futur, j'aurais dit, il y a tellement de traumatismes à travers le Canada quand on parle des expansionnaires. On aurait dû mettre des centres de guérison un peu partout pour que ce soit à long terme. Parce que la plupart des gens que j'ai suivis n'ont pas fait leur plan de soins futur, mais ils ont eu assez montant-là. Et je peux les comprendre, Donc, dans tout le processus, si on parle de réconciliation, il n'y a pas personne qui est venu s'asseoir avec nous. Il n'y a pas personne qui a pris le temps de vérifier qu'est-ce qu'on veut, comment on peut travailler, etc. Je suis de celles qui prônent toujours, qui prônent pas plutôt, qui critiquent beaucoup le système colonial. Parce que l'État, en fin de compte, décide toujours pour nous. Même si on dit, ah, ça s'est passé dans le passé, c'est exercé encore aujourd'hui. Toutes les formes on pense que c'est bien. On peut voir dans le système politique, le livre blanc, il y avait la formule magique, ils pensent que ça va bien aller. On décide, c'est comme ça que ça va marcher, on fait un livre blanc. Mais il n'y a pas personne qui est venu s'asseoir avec nos leaders politiques. C'est tout ce processus-là encore. À la base, évidemment, comment on peut travailler ensemble va aussi de pair. Il faut s'asseoir ensemble. Il faut encore élaborer.
À Femmes autochtones du Québec, on a ce qu'on appelle les lignes directrices en matière de recherche. C'est important pour nous, les gens qui nous approchent, parce qu'on est hyper sollicités par des étudiants qui veulent faire leur thèse de doctorat, etc. Donc, on leur remet les lignes directrices. Va lire ça. Si ça fit avec ce que tu veux faire, après, on s'assoit. Après, là, on commence à travailler ensemble. C'est vraiment l'inclusion, c'est vraiment le droit de regard, c'est vraiment la consultation et le droit de regard après du document qui va être fait. Parce que quand un non-autochtone vient, il y a toujours les Kaksehumatnenjigan. Kaksehumatnenjigan, c'est la pensée québécoise, canadienne. C'est inné, là. Tu viens écrire sur mon histoire, je veux savoir si c'est vraiment ça. Il faut que la personne ait Inumatnenjigan, au moins, il faut qu'elle s'adapte à la pensée autochtone, même autant dans l'écriture, parce que ça va refléter ça. Et c'est important pour nous, comme autochtones, justement, d'appliquer ces règles-là. On est une organisation quand même qui adore travailler en collaboration, mais pas de n'importe quelle façon de collaboration. On part toujours même avec les lignes directrices. La façon de travailler est vraiment importante, dans le respect, évidemment. Entre autres, on parlait justement, tout à l'heure, tu faisais la comparaison chef et les femmes. Je suis de celles qui a su gagner le respect avec. Je suis assise à la table des chefs. Femmes autochtones du Québec, elle a une place à la table des chefs depuis 92. On a le droit de parole et pas le droit de vote. Ça fait toujours réagir le féminisme quand je dis ça. Moi, je trouve que c'est correct parce que je peux apporter l'enjeu des femmes. Je peux être supportée par, justement, notre palier gouvernemental autochtone. Et en même temps, je pense que le respect et la confiance, ça se gagne. Et autant dans le processus de réconciliation, la confiance et le respect doivent se gagner. J'ai marqué des points. J'ai marqué des points, mais pas pour manipuler. Ça, c'est important. J'ai marqué des points pour être en bonne relation de travail, pour être en bonne relation à l'intérieur de ce cercle-là. Et je suis heureuse parce que parfois, on a besoin aussi d'avoir des appuis politiques et on a cette belle espace-là, justement. Donc voilà, en gros, ce qu'on a à faire dans les gestes politiques, évidemment, l'éducation. On est dans une période où la décolonisation est importante, donc l'éducation populaire doit se faire un peu partout et il y a plusieurs gens qui le font aussi, mais ça doit encore continuer un peu. Je pense qu'on devrait commencer déjà à la garderie. À la garderie, chez les enfants, ils pensent que les Autochtones, c'est encore avec des plumes, puis des chevaux, puis des tipis. Est-ce qu'on peut changer la switch à quelque part? Est-ce qu'on peut être réaliste? On est en 2019. Je sais parce que j'ai travaillé avec l'Institut éducatif culturel montagnier de Tchagabèche et on allait dans les écoles et on rencontrait les enfants. C'est quand on va voir les Indiens? C'est quand? Ils sont drôles, ils sont mignons en même temps, mais ça fait que te montrer qu'on a encore beaucoup de travail à faire. Beaucoup de travail à faire. Et en même temps, on parle de réconciliation, on n'est pas encore rendu là parce qu'on est pris dans un système vraiment colonial, oui, mais on est pris aussi dans un système où nous, les Premières Nations, on est vraiment touchés avec les grandes violences. Je ne veux pas banaliser les autres violences, mais on va parler de violences structurelles, de violences institutionnelles et de violences systémiques. On est confronté à ça, on a encore beaucoup de travail à faire. Donc, en gros, voilà, je vous remercie.